Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Mais est-ce que c'est vraiment un choix fait par les habitants des villages côtiers ? Eh bien, à vrai dire, un pirate reste un pirate. À Sanshan, par exemple, lorsque les villageois ont refusé de verser l'argent de protection de la Confédération, eh bien, les pirates ont massacré 2000 habitants et capturé les survivants. Les villes qui ont déjà payé leur dû saluent la procession pirate par des coups de feu. Mais il s'avère que le versement n'a pas toujours été fait en temps et en heure. Ce sont les pirates qui saluent le village en question en jetant l'ancre et en négociant à coups d'incendie d'entrepôts. Les paiements préétablis sont la plupart du temps versés sous forme de marchandises. Les villageois donnent du bétail, du sucre et du riz. Il leur arrive même d'offrir des cadeaux comme hommage supplémentaire. Il faut bien garantir une place de bon payeur auprès des pirates. Le reste de l'impôt collecté est une monnaie non spécifiée, identifiée comme des pièces d'argent. L'argent est ensuite envoyé au bureau financier, le long de la côte et à Macao, pour permettre d'inscrire la somme dans un registre et calculer la redistribution ultérieure. On a tout. Ces expéditions sont à la fois fréquentes et réussies, avec des sommes colossales transportées régulièrement à bord des navires de la Confédération. Les pirates se sont de plus en plus ancrés dans les structures de pouvoir et commerciales de Kwantung. Un magistrat régional, qui est en théorie un pilier de l'administration et de la justice, a acheté des caisses de poivre noir à des taux dérisoires à un équipage de pirates, de quoi nourrir davantage le marché noir en concurrence avec le marché officiel. Les dossiers de compte de ce magistrat montrent qu'il avait déjà échangé auparavant des cadeaux avec des capitaines pirates, y compris de la poudre à canon et des défenses d'éléphants. Il travaille volontiers avec la Confédération. Quand il apprend qu'un escadron a besoin de plus de puissance de feu, eh bien il lui offre une paire de ses propres canons sans hésiter une seule seconde. Avoir le magistrat dans la poche, c'est plus profitable pour le marin. Toute l'élite chinoise ne va pas tomber évidemment dans les mailles de la piraterie. Un autre riche fonctionnaire a déjà des intérêts à commercer avec les pirates et est parvenu quand même à résister à 2 reprises à leur relance. Mais il lui faut pour ça assurer ses arrières. Rien n'est plus dangereux que d'attiser la colère d'un pirate. Pour ça, il va décider de compléter son revenu légal en vendant des bordereaux de protection contre les pirates à d'autres marchands de Kwantung. Positionné dans le camp adverse, il assure comme ça la protection des autres marchands. Alors que les pirates atteignent le sommet de leur pouvoir, le gouvernement impérial commence enfin à sortir de sa torpeur et va s'atteler à la tâche. Il faut bien faire quelque chose contre ces loups de mer pillards qui règnent comme ça sur les côtes plus que l'État lui-même. Ce ne sont plus, vous l'avez compris, de simples bandits, mais vraiment, véritablement des rebelles. C'est presque un État rebelle dans l'État. La distinction est importante. Les bandits cherchent à tirer profit du système existant. Les rebelles cherchent à supplanter le système étatique lui-même. L'empereur l'a bien pressenti. Chang Pao évoque de plus en plus l'idée de s'emparer du contrôle des terres en plus de la mer. La principale conséquence, c'est la résistance des habitants face aux pirates. La campagne de l'État chinois ressemble plus à une guerre civile qu'à une opération d'application de la loi. Malgré la croisade à leur encontre, les pirates ne se cachent pas. Il n'est pas rare que plusieurs centaines de pirates viennent balayer un port et dominer les officiers militaires qui y sont stationnés. Les pirates déploient des tactiques et des armes sophistiquées dans leurs expéditions, souvent plus sophistiquées que ceux des garnisons militaires d'ailleurs qui ont été frappés. En 1808, les pirates tuent le commandant en chef de la province de Zhejiang alors qu'il se rendait à Kwantung lors d'une mission impériale. La même année, la Confédération a coulé tellement de navires impériaux que la pénurie de navires a forcé le gouvernement à louer des bateaux privés pour renforcer sa flotte, c'est vous dire. Cette bataille entre l'armée impériale et les pirates est tellement déséquilibrée que les nouvelles recrues navales mal rémunérées et mal formées étaient même réticentes à continuer à servir la marine impériale. Beaucoup trouvaient même des moyens d'éviter le combat, préférant se mutiler que de perdre face aux rebelles. Alors la marine chinoise accuse certains marins de couler leurs propres navires dans le port, tandis que d'autres passaient la majorité de leur temps à attendre que les bons vents se mettent en flèche, des vents qui mystérieusement ne sont jamais arrivés. Ils attendaient le vent comme d'autres attendraient la vague par exemple. Les craintes de la marine étaient bien fondées. En 1809, la flotte de pirates était 2 fois plus grande que les forces combinées d'Angleterre et d'Espagne au moment de la grande bataille maritime, vous savez, de la grande armada. C'est vous dire un peu ce que ça représente.
Leurs navires pouvaient être vus et les coups de canon entendus depuis Canton, le plus grand port international du pays, au quotidien. Certains marchands et politiciens se vantent de leur lien avec la Confédération, sûrs de son pouvoir sans bornes. Ils ont même espoir de voir la Confédération prendre Canton. Chang Pao poste donc des avis officiels le long de la côte, signalant son intention d'attaquer et de s'emparer de Canton. En septembre, en route vers la capitale provinciale, ils prennent le pouvoir à Macao. Mais toutes ces réussites de la part des pirates ne vont pas passer aux yeux de l'Empire chinois aussi simplement. Pour la marine impériale, maintenant, il est temps que tout s'arrête, et pour de bon. Jusque-là, aucune des parties n'avait été intéressée par l'aide des puissances coloniales occidentales. En 1810, 5 ans après la création de la Confédération, l'État et la Confédération elle-même reconnaissent leurs besoins d'alliés internationaux pour les sortir de cette situation qui finalement tourne en rond. Mais ce n'est pas une mince affaire. Pour les pirates, les Britanniques et les Portugais sont évidemment des cibles et des sources de revenus, mais pas des alliés potentiels. Or, pour l'État chinois, demander l'aide à des empires rivaux, c'est un peu vu comme une humiliation, lui qui désigne les Occidentaux comme barbares. Pour autant, l'empereur prend le parti de perdre un certain statut international plutôt que son trône. La Chine n'est pas le seul empire en alerte. Les Britanniques, eux aussi, déplorent les pertes de revenus à cause des pirates chinois. Le capitaine d'un navire de la Compagnie des Indes a publié un rapport, je cite. « Nous sommes désolés d'affirmer que le commerce de l'opium et de tous les autres articles est susceptible de souffrir plus gravement en raison de la force de la Confédération. » Le consulat britannique en Chine exprime une préoccupation similaire, je cite. « Les marchés pour toutes les importations sont misérables en raison de la flotte de déchets pirates infestant les rivières. » Le sentiment anti-occidental est fort en Chine à l'époque. Il est justifié en partie par les stratégies commerciales des puissances coloniales. Mais il est évident que les pirates ne pouvaient pas être contenus par les seules forces nationales, vous l'avez compris. Le gouvernement se voit résigné à demander donc de l'aide étrangère. Il sollicite l'aide des gouvernements portugais, britanniques et américains. Cette stratégie va être payante. Les Portugais sont particulièrement heureux de fournir un soutien naval pour protéger leurs intérêts commerciaux. Comme la Chine, ils ont énormément perdu au profit des pirates. Pendant ce temps, Qingxi et la Confédération s'occupent aussi de politique internationale. Il leur faut un allié au plus vite. Même s'ils avaient déjà été contactés par la marine impériale, les Britanniques sont quand même une bonne cible. Le contrôle total de la Confédération sur les eaux et les marchandises qui les traversent ont tellement étouffé le commerce britannique de l'étain et de l'opium qu'il suffirait de s'arranger avec eux pour les avoir dans la poche. Désespérée de sécuriser ses revenus coloniaux, la Compagnie des Indes orientales, qui à elle seule exerce plus de pouvoir que la plupart des nations, exprime sa volonté de négocier avec la Confédération. À la suite de longs échanges, les officiers de marine et le capitaine d'un navire de la Compagnie des Indes finissent par convaincre Qingxi et Chang Pao de cesser l'ingérence dans le commerce britannique. Chang Pao poursuit en garantissant un passage sûr pour les navires transportant des marchandises britanniques. La compagnie a rendu l'appareil avec de petits cadeaux, une lettre de son président et un accord selon lequel la compagnie n'interférerait en rien avec les pirates, tant que les pirates n'interféraient avec les intérêts commerciaux britanniques. Pareil pour les Portugais, même si Pao procède de manière plus agressive, on va dire, dans ses négociations avec eux, il demande que des représentants de l'armée lui prêtent des hommes de guerre et en retour, il leur accorderait des provinces chinoises pour régner une fois que les pirates auraient renversé carrément l'empire et conquis le continent. Mais toujours marqués par les nombreuses déconfitures contre les pirates, les Portugais vont refuser cette offre. Ils préfèrent tout parier sur l'État chinois. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.